Bonjour ou bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire La lumière messagère cosmique. C'est un webinaire, si vous me suivez depuis quelques années, je l'avais présenté en 2015, si je me souviens bien, mais je décide de le représenter parce que je trouve que c'est un sujet toujours pertinent. Et d'ailleurs, le contenu des anciens webinaires, là, avec le transfert de site web, n'est plus accessible pour les plus anciens. Alors voilà, un nouveau webinaire qui va se rajouter là, sur notre nouveau site web. Bienvenue tout le monde. Si vous êtes nouveau à la découverte de l'univers, je vais vous présenter un petit peu le programme. Évidemment, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous. En fait, je reconnais quelques noms. Re-bienvenue là, si vous me connaissez déjà. Je suis Julie, c'est moi qui coordonne le programme à la découverte de l'univers. Et notre but, c'est vraiment d'aider les enseignants et les animateurs de partout, dans le fond, au Canada, mais aussi dans le monde, dans la francophonie, mais on l'offre aussi en anglais. Bref, on a des gens un peu partout qui nous suivent. Nos formations sont surtout en ligne justement gratuitement, comme ce webinaire-ci, et on les fait en français et en anglais. Donc, le même webinaire va être offert en anglais demain. On remercie l'Institut Dunlap à l'Université de Toronto, qui est notre principal commanditaire, la Société canadienne d'astronomie. Il y a aussi le Centre de recherche en astronomie du Québec. Le logo, étrangement, a disparu. Des fois, ça arrive quand je mets tout ça dans Adobe Connect. Merci, c'est grâce à eux. En fait, c'est vraiment les chercheurs au niveau canadien qui supportent cette initiative-là pour aider justement les enseignants, mais aussi les gens du milieu de l'éducation informelle, comme les musées, bref, tous ceux qui font des présentations devant des groupes de jeunes. Je veux prendre une minute pour vous annoncer nos prochaines formations. Notre prochain webinaire aura lieu le 8 mai. Il s'appelle Voyage interstellaire vers de nouveaux mondes et on aura un invité que certains du Québec commencent à connaître de plus en plus, la scientifique Marie-Ève No de l'Institut de recherche sur les exoplanètes à Montréal, qui est une excellente vulgarisatrice. Donc, c'est un webinaire qu'on va offrir le 8 mai avec Marie-Ève. Et celui-là, c'est la première fois qu'on le fait. On invite vraiment les classes à participer en direct. Donc, oui, ça va être intéressant pour les enseignants, pour les animateurs aussi, là, pour vos connaissances personnelles. Mais si vous êtes en direct devant des groupes, vous pouvez participer et à ce moment-là, relayer les questions des jeunes aussi à travers la conversation, là, le chat. Vous êtes les bienvenus. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site web. Et on a plusieurs formations en personne qui s'en viennent. Le 28 avril, dans 2 semaines, je vais être à Toronto pour une formation. Alors, s'il y en a de Toronto ici, je vais aussi être à Victoria pour le congrès annuel de la Société canadienne d'astronomie le 23 et 24 mai. Bref, tout ça, c'est sur notre site web. Donc, on a quelques formations en personne présentement qui s'en viennent. Et on en a quelques fois dans l'année. Ça donne qu'ils sont les deux là, en dedans d'un mois environ dans les prochaines semaines. Alors évidemment, on est aussi sur les médias sociaux. J'essaie de mettre de l'information. Là, je suis pas la personne qui met beaucoup d'informations, mais il y en a quand même un peu sur Facebook, Twitter. On met quelques vidéos sur YouTube. Bref, vous pouvez essayer d'aller voir ça. Les liens sont sur notre site web aussi. Et voilà, c'était ma petite publicité de notre programme. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, la lumière messagère cosmique. Donc, pourquoi, dans le fond, je décide de refaire ce webinaire-là, c'est qu'on se demande souvent comment on fait pour étudier les objets qui sont si éloignés. Comme par exemple, dans l'image qu'on a là, si on a des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière de nous, comment est-ce qu'on fait pour les étudier, pour connaître l'information sur eux, dans le fond? Évidemment, c'est avec la lumière. La très grande majorité, en fait, la grande majorité de nos connaissances proviennent de la lumière. Maintenant, on a aussi d'autres façons d'étudier l'univers, entre autres les ondes gravitationnelles, mais c'est tout nouveau, hein, depuis quelques années seulement qu'on a les ondes gravitationnelles. Il y a aussi les neutrinos. Il y a quelques autres petites façons là, de messagers, dans le fond, avec lesquelles on peut étudier l'univers, mais en gros, c'est la lumière qui nous permet d'étudier les objets éloignés. Et il y a beaucoup d'informations encodées dans la lumière. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? C'est le but un peu de ce webinaire-là, de démystifier tout ça, puis vous rendre ça un peu accessible, comment on fait pour étudier tout ça. Si certains connaissent un peu plus l'astronomie, il y a peut-être des points, évidemment, qui vont être plus de base, mais le but, c'est vraiment d'outiller les enseignants puis les animateurs qui partent avec très peu de connaissances sur le sujet. Donc, on va commencer par une question de base, hein. Qu'est-ce que la lumière? Bien, en fait, c'est quand même assez complexe à répondre. La lumière, c'est une onde électromagnétique. En gros, il y a un champ électrique et un champ magnétique qui oscille dans le vide. Ça peut être dans le vide, ça peut être dans l'air aussi, mais évidemment, ça peut être dans le vide. Il n'y a pas besoin de médium pour se propager. Et donc, ça, juste essayer de s'imaginer ça, hein. Présentement, il y a une lumière devant moi. Donc là, il y a un champ électrique puis un champ magnétique qui oscille. C'est un peu difficile à s'imaginer.
c'est pas nécessaire non plus. Je pense qu'il faut comme un peu l'accepter, ce point-là. C'est un peu difficile à s'imaginer. Mais quand on parle d'ondes électromagnétiques, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on peut utiliser des termes qu'on parle souvent pour les ondes, en particulier ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc, si vous imaginez une vague, bien, la distance entre deux crêtes, dans le fond, ou deux creux de la vague, peu importe quel point de référence vous imaginez, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et ça, on va y revenir beaucoup, parce qu'on peut avoir des ondes avec des petites longueurs d'onde, donc les crêtes très rapprochées, et on peut avoir de très grandes longueurs d'onde aussi. Et en fait, ça, c'est une caractéristique fondamentale de la lumière, ça détermine sa couleur. On va y revenir, mais la longueur d'onde, en fait, même si le terme vous mêle, pensez longueur d'onde, dans le fond, nous, ben là, vous voyez ce que ça représente, mais la façon dont nos yeux fonctionnent, c'est que les différentes longueurs d'onde sont perçues comme étant de différentes couleurs. Je vais y revenir à ça. Donc, on parle souvent de la lumière comme étant une onde, mais il y a cette dualité étrange avec la lumière, c'est que c'est aussi une particule, et le photon, dans le fond, c'est une particule de lumière. Et il y a vraiment, en fait, c'est comme ça peut être les deux. Et ça, encore une fois, c'est un peu difficile à s'imaginer. Mais ici, je ne veux pas rentrer dans tous les débats sur ça, là. C'est qu'il y a certaines applications, des fois, on en parle comme étant une particule, d'autres fois comme étant une onde. En astronomie, on utilisait autant, moi, quand j'ai fait un peu de recherche là, en astronomie, les gens en fait parlent autant d'ondes que parfois on va compter le nombre de photons qui vont frapper un détecteur, par exemple. Donc, les deux sont utilisés. Mais je voulais juste au moins que vous sachiez le terme photon. Dans le fond, si vous entendez ça, c'est simplement une particule de lumière. Donc, vous pouvez imaginer que vos yeux, présentement, reçoivent des photons avec une certaine énergie, dans le fond, et tout dépendant de l'énergie qu'ils ont, bien, encore une fois, ça va nous donner différentes couleurs. Alors, voilà, la lumière, c'est une particule et une onde. Donc, la vitesse de la lumière, ça, on en parle aussi, là, je vais le mentionner, parce que dans le vide, la lumière voyage à environ 300 000 km à la seconde. C'est extrêmement rapide, là, pour vous donner une idée, ça serait environ 7 fois, un peu plus que 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Donc, c'est très rapide, la lumière. Et selon la théorie de relativité d'Einstein, dans le fond, rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Donc, c'est comme un peu la limite pour les vitesses. Et ce fait-là, dans le fond, on l'utilise beaucoup en astronomie quand on parle de distance. Donc, la vitesse de la lumière est utilisée pour calculer les distances en astronomie. Donc, une année-lumière, dans le fond, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Donc, le terme année-lumière, il y a une unité ici de temps, mais l'année-lumière, c'est vraiment une unité de distance. Alors, si on imagine la lumière qui voyage en ligne droite dans un an, ça s'appelle une année-lumière. C'est très, très grand. C'est près de 10 000 milliards de kilomètres. Donc, c'est très, très grand, mais je voulais le mentionner encore une fois ici, là, rapidement. Donc, pourquoi je parlais un peu de la vitesse de la lumière, c'est qu'il faut comprendre aussi que ça finit, ce que ça finit par faire, c'est qu'un télescope, dans le fond, c'est une machine à voyager dans le temps. Parce que la lumière voyage vite, comme vous avez vu, 10 000 milliards de kilomètres par année ou 300 000 kilomètres à la seconde. Mais ce n'est pas infiniment vite. Hein? Au quotidien, dans le fond, on s'en rend pas compte. Quand on ouvre une lumière, quand on allume une lumière, on a l'impression que la lumière est instantanée. Tout de suite, on l'a dans nos yeux. En fait, c'est une fraction de seconde, mais tellement petite que ça ne fait pas de différence pour nous. Mais quand on regarde des objets très loin, la différence commence à se remarquer. Alors, lorsque nous regardons un objet situé à 100 années-lumière, ben, nous le voyons tel qu'il était il y a 100 ans. 100 ans. Alors, dans le fond, c'est vraiment, on regarde dans le passé. Si un objet est à 1000 années-lumière, nous, on le voit tel qu'il était il y a 1000 ans. La lumière va prendre 1000 ans à se rendre jusqu'à nous. Donc, dans l'image ici, qui est une image du champ profond extrême de Hubble, en tout cas, des images très, très profondes dans l'univers, certaines des galaxies qu'on voit ici sont à des milliards d'années-lumière de nous. Ça veut dire qu'on les voit telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années. Et ça nous permet de regarder un peu l'évolution des galaxies. Donc, si on regarde les galaxies dans notre entourage galactique, dans le fond, elles sont à quelques millions d'années-lumière de nous. Donc, on peut voir des galaxies plus récentes. Oui, millions d'années-lumière, c'est comme récent en astronomie. Mais quand on s'en va beaucoup plus loin dans l'univers, à des milliards d'années-lumière, mais dans le fond, on voit des galaxies telles qu'elles étaient il y a beaucoup plus longtemps. Et à ce moment-là, on peut voir même un peu les premières formations de galaxies dans l'univers. En fait, c'est un début même avec le télescope James Webb qui va être lancé dans un peu plus d'un an.
si je me souviens bien, il y a eu un délai. Bref, c'est reporté là, un peu le télescope James Webb, mais le prochain télescope spatial, là, le but, c'est vraiment d'aller remonter puis de voir les premières étoiles, les premières galaxies, pour voir un peu comment tout ça s'est formé au début de l'univers. Alors, regardons un peu plus en détail maintenant la lumière visible. En fait, c'est drôle un peu de penser à la lumière invisible, mais ça existe. Il y a des types de lumière que nos yeux ne peuvent pas détecter. Donc, nos yeux, dans le fond, ce sont des instruments sensibles à la lumière, mais pas à toute la lumière qui existe. Alors, nous voyons, dans le fond, nos yeux perçoivent les différentes longueurs d'onde de la lumière sous différentes couleurs, comme je vous ai dit tantôt. Et nos yeux sont sensibles à des longueurs d'onde entre environ 400 et 700 nanomètres. Alors, un nanomètre, c'est une fraction, une très petite fraction d'un mètre. Je l'ai mis ici, donc 1 nanomètre, c'est 10 à la moins 9 mètres. En fait, on est rendu à 1 millionième de millimètre. Donc, quand on parlait tantôt des longueurs d'onde, la distance entre les crêtes, ben, dans la lumière visible, cette distance-là est très, très, très petite, c'est de l'ordre d'un millionième de millimètre. Et nous, on peut voir les longueurs d'onde entre 400 et 700 nanomètres. Donc, dans le coin de 400 nanomètres, on est dans le violet. Et autour de 700 nanomètres, on est dans le rouge. Et vous voyez ici, par exemple, le violet, c'est autour de 400. Ensuite, on a le bleu, le vert. Bon, évidemment, c'est en anglais, cette image-là que j'ai pris. Le vert, ensuite, le jaune, l'orange, le rouge. Bref, souvent, on parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ou ici, on en a mis 6. En fait, c'est un continuum, hein? C'est tout en continu, c'est un spectre continu. Donc, c'est quelle différence, quel nom qu'on donne à ces couleurs-là, éventuellement, ça dépend de notre œil et comment on veut le séparer. Mais c'est vraiment un spectre continu et nous, il y a certaines couleurs, on dirait qu'on remarque peu, c'est qu'on leur attribue un nom, justement, comme bon, vert, bleu, rouge, ainsi de suite. Mais ça, c'est une toute petite partie de tout le spectre, hein. Donc, j'y reviens en fait dans une minute. Donc, la lumière blanche hein, qu'on voit, comme la lumière du soleil, par exemple, est composée de toutes les couleurs du spectre visible. Donc, si on prend un prisme, ben ça, on peut très bien le voir en faisant un prisme. On peut séparer la lumière blanche qui rentre ici. On voit très bien, finalement, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on peut avoir un prisme ou tout simplement un CD ou un DVD. On voit très bien les belles couleurs, là, quand vous avez un CD dans vos mains, les belles couleurs que vous voyez là, dans le fond, c'est simplement la lumière. À cause que sur le CD ou le DVD, dans le fond, il y a des rayures très, très rapprochées. Ça finit par séparer la lumière et ça fait, voilà, on voit toutes les couleurs, dans le fond, du spectre visible. Donc, comme je disais, la lumière visible, c'est une toute petite partie de tout le spectre électromagnétique. Donc, quand on parle de la lumière sous une onde électromagnétique, le spectre électromagnétique, encore une fois, c'est un mot, peut-être que vous êtes moins familier avec ça, mais en gros, ça représente la lumière. Mais là, il faut comprendre qu'il y a de la lumière invisible à nos yeux. En fait, ça veut juste dire que nos yeux ne sont pas sensibles à ce type de lumière-là. Alors, vous voyez ici, on a la lumière. Dans le fond, on voit la lumière visible, là, la partie que nos yeux peuvent voir. On a mis le petit arc-en-ciel. Mais on voit que si on continue du côté du rouge, dans le fond, on arrive dans l'infrarouge. Et si on continue encore et qu'on augmente les longueurs d'onde, on se retrouve dans les ondes radio. Alors là, c'est vrai, je vais faire afficher ça ici. Donc, la longueur d'onde augmente quand on va de ce côté-là. Les ondes radio, tantôt on parlait de la longueur d'onde du visible, c'est de l'ordre du nanomètre, donc des millionièmes de millimètre. Hein. Les ondes radio, ça peut être, la distance entre les crêtes peut être de l'ordre du mètre ou même du kilomètre. Alors, c'est des ondes beaucoup plus allongées par rapport à la lumière visible. De l'autre côté, si on continue de l'autre côté du bleu, dans le fond, vous savez probablement qu'il y a l'ultraviolet. Donc, souvent, on connaît l'ultraviolet et l'infrarouge, c'est comme des couleurs que nos yeux ne peuvent pas voir dans un sens. Mais au-delà de l'ultraviolet, il y a les rayons X et les rayons gamma. Donc, tout ça, ce sont des sortes de lumière, mais que nos yeux ne sont pas nécessairement sensibles à voir. Et quand on va de l'autre côté, dans le fond, la fréquence augmente. Donc, la fréquence, bon, c'est un peu l'inverse de la longueur d'onde, en fait, mais ça augmente beaucoup avec l'énergie. Donc, si l'onde passe, dans le fond, c'est qu'on va voir beaucoup plus de crêtes en une seconde. Si la longueur d'onde est très courte, ça, c'est la fréquence. Et ça veut dire que c'est des rayons beaucoup plus énergétiques aussi, qui ont beaucoup plus d'énergie. Et c'est pour ça que ces rayons-là, en fait, sont beaucoup plus dommageables pour nous que ceux de l'autre côté. Des rayons ionisants là, pour le corps. Donc, quand on parle des autres types de lumière, encore une fois, c'est un spectre continu, un peu comme le spectre visible, on l'a séparé en différentes couleurs. Bien, le spectre électromagnétique au complet, on l'a séparé souvent en fonction de
comment on les a, ben, ça revient beaucoup d'un point de vue historique, comment on les a détectés, comment on les utilise, quelles sortes d'instruments qu'on a besoin pour les détecter. Mais en fait, c'est un spectre continu. Mais on peut voir ça, c'est toutes des différentes longueurs d'onde. C'est pour ça que j'aime bien en parler comme étant des couleurs que nos yeux ne peuvent pas percevoir. C'est pas nécessairement évident à penser au début, mais c'est vraiment ça. Il y a des types de lumière que nos yeux ne peuvent pas voir, la lumière invisible, on pourrait dire, c'est simplement différentes couleurs. Parce que nous, on détecte les différentes longueurs d'onde comme étant les différentes couleurs. On est déjà familier des fois aussi avec les ultrasons, hein. Nos oreilles sont sensibles à certains sons, mais il y a des sons qu'on n'entend pas, comme les ultrasons. Donc, c'est un peu le même principe ici, dans le sens que nos yeux sont sensibles à certaines fréquences de lumière, certaines longueurs d'onde de lumière, mais il y a encore de la lumière de chaque côté, dans le fond, soit des longueurs d'onde plus petites ou plus grandes qu'on ne peut pas détecter. Et une chose que j'aime mentionner, c'est quand on parle de radiation ou de rayonnement, hein, souvent avec ces types de rayonnements-là, justement, le spectre électromagnétique, c'est de la radiation, c'est un rayonnement. Mais dans le fond, c'est tout simplement une émission ou une transmission d'énergie. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux. Certaines, oui, hein, on ne devrait pas rester devant une source de rayons gamma, de rayons X très longtemps, mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux. Donc, simplement un mot de radiation, parce que souvent dans la société maintenant, quand on parle de radiation, on a l'impression que c'est quelque chose de dangereux. Mais en fait, la lumière, c'est une radiation, c'est une transmission d'énergie vers nos yeux, puis une lumière standard. Évidemment, c'est pas quelque chose qu'on trouve très dangereux dans nos maisons. Alors, juste un point que je voulais mentionner sur ça, maintenant qu'on apprend les différents types de lumière, dans le fond, dans le spectre électromagnétique. Évidemment, si vous avez des questions, ouais, j'ai oublié de le mentionner, là, mais gênez-vous pas pour les poser dans la conversation. Et si vous écoutez l'enregistrement, donc en fait, si vous êtes en ligne, évidemment, il va y avoir un enregistrement. Donc, si vous écoutez l'enregistrement et que vous avez des questions, vous ne pouvez pas les taper, les écrire en direct, mais n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Si vous écrivez à une adresse quelconque à la découverte de l'univers, c'est moi qui va le recevoir et je pourrai vous répondre. Alors, maintenant qu'on connaît un peu les différents types de lumière, comment est-ce que ça peut nous renseigner sur les objets? Bien, justement, c'est intéressant de voir si on a une caméra visible, qu'est-ce qu'on voit, mais si on a une caméra, par exemple, infrarouge, ultraviolet, bien, on peut voir des choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Et ça a permis, entre autres en astronomie, mais dans plusieurs domaines, d'aller découvrir des choses qu'on ne savait pas qui existaient. Par exemple, si on commence avec un exemple très terre-à-terre, c'est évidemment pas d'astronomie, mais si on regarde la girafe en visible, ça, vous la reconnaissez, c'est le genre d'image qu'on peut voir avec nos yeux. Si on prend une image en infrarouge, bien, c'est différent dans le fond ce qu'on voit, mais on voit quand même, entre autres, la girafe qui est très brillante. Et dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que l'infrarouge va détecter la chaleur. La caméra infrarouge, dans le fond, les endroits qui émettent plus d'infrarouge, ce sont les objets chauds. Donc, la girafe, elle brille en infrarouge parce qu'elle émet de la chaleur. Alors, si c'était un humain, même chose. Nous, on brille en infrarouge. Alors, on ne brille pas en lumière visible. On n'est pas visible dans le noir. On ne brille pas dans le noir, mais oui, on brille dans le noir en infrarouge. Donc, si on avait des yeux sensibles à l'infrarouge, on verrait très bien dans le noir. Mais ce n'est pas le cas. Donc, quand on parle même des objets, est-ce que ça, comme on dit que les planètes ne brillent pas d'elles-mêmes par rapport aux étoiles, par contre, il faut faire attention parce qu'on parle vraiment de la lumière visible. Si on parle en infrarouge, bien oui, les planètes vont émettre de la lumière en infrarouge dû à leur chaleur, en particulier Jupiter qui a même une chaleur interne, donc elle va briller en infrarouge à ce moment-là. Donc ça, c'est un exemple vraiment sur la Terre. Mais puis un autre exemple ici qu'on peut voir, en fait, ce qu'on peut remarquer avec l'infrarouge, c'est qu'on voit de l'information qu'on ne pourrait pas savoir sinon. Excusez, je reviens en arrière. Avec cette image-là, quand on regarde dans le visible, on n'a aucune idée de la température des objets. Par contre, si on regarde en infrarouge et qu'on comprend que les objets qui brillent en infrarouge, ce sont les objets les plus chauds, bien, on peut clairement voir que la girafe est plus chaude que le reste autour. Ça, c'est quand même assez facile à comprendre parce que des images thermiques comme ça, souvent les gens en ont déjà vu. Donc, c'est intéressant de commencer des fois à montrer des images terre à terre. Je pense, dans ce cas-ci, une girafe. Donc, on se doute que la girafe va être plus chaude que le reste, mais ça pourrait, tu sais, si on avait, les objets étaient cachés, par exemple, on ne voyait pas, mais on pourrait voir les objets, les endroits où il y a plus de chaleur. On a aussi ici un exemple frappant, comme quoi l'infrarouge nous permet d'aller voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil. Alors, l'infrarouge est capable de passer à travers le sac et on voit les mains de la personne à travers le sac. Par contre, l'infrarouge ne passe pas à travers la vitre des lunettes.
Donc, les yeux paraissent noirs tout simplement parce qu'on ne voit pas du tout la chaleur de l'autre côté de la personne. Il n'y a rien qui passe à travers la vitre des lunettes. Donc, en infrarouge, ça nous permet d'aller chercher des détails qu'on ne verrait pas sinon. Et ça, c'est très utile en astronomie. Je commence en vous montrant des exemples un peu plus justement sur la Terre. Une expérience que vous pouvez faire là, qui est intéressante, c'est que les télécommandes qu'on utilise pour, disons, télévision, tous nos appareils électroniques, le petit point, en fait, la façon que le signal est envoyé, c'est en infrarouge. Et à l'œil, on ne voit pas qu'il y a de signal. Donc, si on pèse sur un bouton de la télécommande, on ne voit pas qu'il y a un signal qui est émis, même s'il y en a un. Alors, à l'œil, on ne voit rien. Mais si vous regardez à travers une caméra numérique, vous allez peut-être voir que ça s'allume quand on pèse. Donc, je vous recommande d'essayer ça. Certaines caméras numériques, c'est pas toujours très évident, mais on est capable d'aller voir les signaux émis par les télécommandes. Donc, en pesant, on peut voir qu'il y a une lumière qui va flasher, par exemple, quand on regarde à travers une caméra. Donc, une caméra de cellulaire, par exemple, vous pourriez essayer. Et c'est peut-être quelque chose, je vous recommande de l'essayer vous. C'est peut-être quelque chose que vous pourriez essayer en classe ou avec un groupe. On demande souvent de serrer les cellulaires et tous les gadgets électroniques, mais pour une fois, vous pourriez demander de les sortir et voir s'ils peuvent détecter le signal de la télécommande en pesant dessus. Il faut parfois être très proche. Là, hier, je l'ai réessayé, mon iPhone. J'ai lu sur Internet que les iPhones ne sont pas les plus faciles à voir. Ils sont pas les plus sensibles dans la partie infrarouge du spectre. En fait, ce qui se passe, c'est que la caméra, justement, va voir la lumière visible, mais va voir un peu plus loin dans l'infrarouge que ce que notre œil est capable de voir. Alors, et la fréquence, dans le fond, la longueur d'onde qui est utilisée pour les télécommandes, ça serait situé dans la partie sensible de notre caméra. Donc, je vous suggère de l'essayer. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment la lumière invisible dans quelque chose du quotidien à ce moment-là. C'est intéressant pour les jeunes aussi. Maintenant, si on tourne notre œil vers le ciel, justement, bien, voici par exemple la belle constellation d'Orion, avec l'étoile rouge ici Bételgeuse, la ceinture d'Orion. Ici, on a l'épée d'Orion, qui est la nébuleuse d'Orion dans le centre, avec l'étoile Rigel qui est bleue ici. Bref, c'est une constellation qu'on voit très bien en hiver. Si on regarde en lumière visible, c'est ce qu'on voit. Donc, si vous la connaissez dans le ciel, vous la reconnaissez ici. Et voici la même région en infrarouge. Là, si on enlevait les lignes, probablement que ça serait dur pour vous de savoir que c'est Orion parce que c'est complètement différent. Et là, on voit vraiment la partie où il y a du gaz chaud, en fait, qui brille en infrarouge, mais qu'on ne voit pas à l'œil. La région de la nébuleuse d'Orion ici, là, c'est immense. On voit qu'il y a beaucoup de nouvelles étoiles, en fait, qui réchauffent le gaz autour et ça brille vraiment à ce moment-là en infrarouge. Même si on regarde les étoiles brillantes comme Bételgeuse ici, Érigène, sont très peu évidentes dans l'image, ou à peine visibles dans l'image en infrarouge, alors que celle qui est là, on la voit beaucoup mieux, probablement parce qu'elle est entourée de gaz. Il y a différentes choses autour là, qui fait que c'est visible en infrarouge. Donc, déjà, de pouvoir avoir des yeux qui voient autre chose que la lumière visible, ça aide énormément en astronomie. On découvre justement le ciel invisible. Le ciel qui était invisible auparavant, avant, on le découvre. Maintenant, ça, je parlais de l'infrarouge un peu ici. Maintenant, si on regarde par exemple en ultraviolet, une autre image que j'aime bien. En passant, il y a quelques images ici qui sont tirées d'un module qu'on avait fait il y a quelques années. C'était sur le Soleil, je vais y revenir. Mais on parle, par exemple, des images en, en d'autres longueurs d'onde, je ne sais même pas infrarouge, ultraviolet. Donc, ça, c'est une image qu'on utilise avec les élèves. Donc, si une activité qui vous intéresse, je vous donne le lien à la fin. Demande aux élèves, qu'est-ce qu'une image de droite nous montre? Pas en visible. J'ai besoin de prendre une gorgée d'eau, alors je vous laisse 30 secondes pour l'écrire. Qu'est-ce que l'image de droite nous révèle? Dans le fond, qu'est-ce que cet homme a dans son visage? Je reviens. Je vois Alain qui mentionne un coup de soleil. Dans le fond, on voit qu'il y a un lien avec le soleil, un ultraviolet, chaleur du soleil à gauche. En fait, vous avez compris un peu le lien avec le soleil, mais ce n'est pas directement le soleil, c'est de la crème solaire.
Alors, c'est un écran solaire ici qui s'est mis dans le visage, hein, qu'on ne voit pas qu'on ne voit pas à l'œil. Une fois que c'est bien frotté, là, qu'il ne reste plus de blanc, on ne la voit pas, la crème solaire. Mais ce que ça fait, la crème solaire, c'est que ça absorbe les rayons ultraviolets. Et ça, moi, j'ai un peu surpris. Je pensais que ça les reflétait, mais non, ça les absorbe, ce qui fait que ça paraît plus foncé dans la photo ici. Donc, la moitié du visage avec dans l'écran solaire, en fond, une crème solaire. Et ben là, si je le fais pour vous, ça serait de l'autre côté. Ça serait de ce côté-là. Voyons, je suis un petit peu mêlée avec les réflexions. Mais donc, la moitié ici qui paraît foncé, c'est la moitié qui a un écran solaire qui absorbe l'ultraviolet, donc ça paraît plus foncé avec une caméra. Donc, c'est intéressant quand on se met à penser à la lumière invisible, justement, c'est qu'on va chercher des détails qu'on ne peut pas voir sinon. On ne peut pas voir ici si cette personne a de la crème solaire ou non, mais avec l'image ici, on peut le voir. Et la crème solaire, évidemment, c'est pour absorber les rayons ultraviolets du soleil. Donc, c'est la crème qui l'absorbe et à ce moment-là, ça fait qu'elle ne pénètre pas dans, les rayons ne pénètrent pas dans notre peau pour les coups de soleil. Donc, vous aviez compris qu'il y avait un lien avec le soleil, évidemment. Si vous voulez voir le soleil en différentes longueurs d'onde, il y a un site web qu'on trouve très intéressant qui s'appelle helioviewer.org. Donc, vous pouvez l'accéder. Vous avez les images pratiquement en temps réel de certains satellites du soleil. Donc, c'est des images du soleil et c'est pratiquement en temps réel. Et encore une fois, le module qu'on avait fait là, sur le cycle solaire, on utilisait HelioViewer. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est sur notre site web. C'est gratuit, le module. Mais là, j'étais allée mettre une date au mois de septembre dernier où je savais qu'il y avait des taches solaires. Donc, ça, c'est une image en lumière visible, donc du soleil. Donc, on voit les taches solaires. C'est un peu comme si on avait des lunettes à éclipse, par exemple, qui bloquent une bonne partie du soleil, mais qui nous permettent de le regarder. C'est ce qu'on aurait vu, je crois que c'était le 5 septembre 2017. Mais avec HelioViewer, on peut aussi faire apparaître une image en ultraviolet. Donc, ça, c'est la même journée. J'ai juste pris une petite partie de l'image pour ne pas les superposer. Et on voit le soleil ici en ultraviolet la même journée. Là, la couleur est rajoutée en ultraviolet. Dans le fond, si on prend le signal, l'ultraviolet n'est pas visible à l'œil, mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on applique une couleur où on nous montre les régions plus intenses en ultraviolet, moins intenses, et ensuite on applique une couleur. Donc, la couleur jaune, c'est pas du tout la couleur, c'est une fausse couleur qui est ajoutée à l'image. On voit différentes zones, et ce qui est intéressant dans HelioViewer, c'est qu'on on peut les appliquer aussi. On peut les superposer. Alors ici, on a la lumière, l'image en visible où on voit les taches solaires, et on a l'image aussi, on voit les zones en ultraviolet, les zones actives, donc on voit qu'il y a un lien évident entre les taches solaires et les zones actives, malgré qu'ici, il n'y a pas de taches solaires. Donc, c'est un logiciel intéressant. Je vais juste vous le mentionner encore une fois. On a un site web, on a un module éducatif qui utilise cet outil-là et qui peut être intéressant pour parler justement des différentes longueurs d'onde et qu'est-ce qu'on peut voir avec les différentes longueurs d'onde. Donc, voilà, le soleil en ultraviolet et en visible. Encore une fois, on va chercher de l'information avec différentes longueurs d'onde qu'on n'avait pas auparavant. Et là, je vais vous présenter d'autres objets, justement, si on regarde d'autres objets en différentes longueurs d'onde. Donc, la nébuleuse du Crabe, qui est un restant de supernova, qui est une explosion qui s'est produite il y a presque 1000 ans. Donc, l'étoile a explosé et c'est ce qui reste aujourd'hui. Donc, quand on regarde dans cette région-là, il faut un télescope pour la voir, mais c'est vraiment une petite tache floue. C'est un immense nuage qui est en expansion. Dans le fond, c'est l'étoile qui a explosé là, sous forme de supernova il y a près de 1000 ans. Et voici en lumière visible, donc à peu près ce que l'œil pourrait voir. Malgré que je pense que c'est fausse couleur, là, si je me souviens bien, celle-là, c'est une image du télescope Hubble. Le M1, là, c'est juste pour. En fait, c'est le nom du catalogue, c'est le premier objet du catalogue Messier, si ça vous intéresse. Mais voici ce qu'on voit dans différentes longueurs d'onde. En radio, en infrarouge, en lumière visible, ce que je viens de vous montrer, en ultraviolet, en rayon X et en rayon gamma. Bref, on voit qu'il y a, c'est très différent. Si on s'en tient juste à ça, on n'a vraiment pas comme une image complète de l'objet. Et en particulier, en rayon X, on voit que c'est très différent. C'est petit là à l'écran, mais on voit qu'il y a comme une zone qui tourbillonne autour. Il y a des jets qui étaient éjectés du centre. En fait, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un pulsar au centre. Donc, c'est une étoile à neutrons, une étoile extrêmement dense qui tourne très, très rapidement sur elle-même. Et elle émet d'ailleurs des ondes radio. Et là, quand ça pointe vers nous, ben, on reçoit comme une pulsation. C'est là le nom pulsar vient. Mais on peut facilement imaginer que dès qu'on a eu des télescopes qui permettaient de voir dans différentes longueurs d'onde, ça nous a vraiment ouvert un tout nouvel accès à un tout nouvel univers, en fait, qui nous permet d'étudier les objets de façon très différente. Donc, les images en rayon X
nous permettent de voir des phénomènes très énergétiques. Donc, pour que ça brille en un rayon X, ça veut dire que c'est très énergétique, soit très chaud. Euh, le phosphorescence, c'est très chaud, mais il y a vraiment des choses qui se passent là. Ce ne sont pas tous les objets qui vont émettre des rayons X, donc il faut vraiment que ça soit très énergétique et aussi en rayon gamma. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Ici, par exemple, la galaxie d'Andromède que vous avez peut-être déjà vue. Donc, ça, c'est ils l'ont écrit en optique. Donc, des fois, si vous voyez la lumière visible ou optique, ça veut dire vraiment ce que nos yeux voient. Donc, le peut-être déjà vu, elle est très belle. Ici, on l'a mis en infrarouge et ici, on a mis les rayons X. Et là, c'est intéressant parce qu'en infrarouge, ce que ça nous montre, c'est beaucoup les zones de formation d'étoiles. Donc, ce sont des endroits, des nébuleuses, justement, où les étoiles se forment, ça va briller en infrarouge plus. Et en rayon X, c'est l'inverse. On va voir beaucoup des endroits où les étoiles sont mortes, donc des étoiles, euh, des endroits très énergétiques, encore une fois, là, où il se passe beaucoup de choses. Donc, ça peut être, par exemple, des trous noirs, des étoiles qui se sont transformées en trous noirs, qui absorbent la matière d'une autre étoile autour, donc dans des systèmes binaires, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Il y en a une qui s'est transformée en trou noir à la fin de sa vie, et là, la matière de l'autre s'approche, s'est réchauffée quand ça s'approche justement, et ça brille, tout ça en rayon X. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en infrarouge, on voit la formation d'étoiles. Dans la lumière visible, on voit un peu les étoiles aujourd'hui, celles qu'on voit à l'œil, dans le fond. Et en rayon X, on peut voir les étoiles mortes. Et quand on met tout ça ensemble, ici, c'est infrarouge et rayon X, et ici, on voit l'image composite. Euh, donc, c'est intéressant parce que ça nous renseigne justement sur différentes parties là, de cette galaxie-là. La galaxie M51, magnifique galaxie, là, très très belle. Donc en lumière visible, voici un peu ce qu'on voit, encore une fois en rayon X. Et on voit encore une fois certains des points que vous voyez là, ça serait des endroits où il y a des trous noirs. Et la matière, dans le fond, qui se réchauffe quand elle tombe dans le trou noir. Donc c'est intéressant, ça nous montre une vue différente, ça nous montre différent, ça nous renseigne sur la physique de l'objet, juste est-ce que ça brille ou non en rayon X, par exemple. Et il y a aussi du gaz très chaud là, qui peut émettre en rayon X. Bref, ça nous donne une vue différente de la galaxie. C'est plus beau en lumière visible, là, je l'admets, mais pour les scientifiques, évidemment, c'est riche, très très riche d'informations si on regarde la différentes longueurs d'onde. Et c'est pourquoi on a des télescopes qui regardent maintenant tout le long du spectre électromagnétique. Donc, la lumière visible, les télescopes standards, comme je pourrais dire, ceux qu'on reconnaît quand on les voit, là, les dômes blancs qu'on voit comme ici, on en voit quelques-uns. Là. Donc, ça, c'est la lumière visible, surtout. Certains vont voir un peu en infrarouge, mais on voit qu'il y en a plusieurs, par exemple des radiotélescopes. Vous en avez sûrement déjà remarqué, les grandes antennes, justement. Mais on a aussi des télescopes en micro-ondes. Les micro-ondes, en fait, c'est des ondes radio plus courtes. Là, j'en ai pas parlé tantôt. Mais les micro-ondes, c'est entre l'infrarouge et les ondes radio. On a aussi des télescopes en ultraviolet, en rayon X comme Chandra et en rayon gamma. Bref, on a maintenant des télescopes qui vont regarder tout le long pratiquement du spectre électromagnétique. Hubble, le télescope spatial Hubble qui regardait dans le visible, et le prochain James Webb qui va être optimisé surtout pour l'infrarouge. Pour vous envoyer ici, là, on en a qu'on voit, c'est des satellites, on en voit d'autres au sol. Ce qui se passe, c'est que l'atmosphère bloque plusieurs de ces rayons-là, heureusement. Donc, si je regarde ici, ça c'est la longueur d'onde, mais en gros, je vais vous dire un peu les différentes sections, là. Ici, on imagine l'atmosphère. Donc, si c'est bloqué à 100%, ça veut dire que ces rayons-là ne se rendent pas jusqu'à la Terre. Donc, les rayons gamma, les rayons X et une bonne partie des ultraviolets sont bloqués par la haute atmosphère. Tant mieux pour nous. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on veut faire de l'astronomie dans ces longueurs d'onde-là, c'est qu'il faut envoyer des satellites. Donc, il faut faire l'observation depuis l'espace, justement. La lumière visible est observable depuis la Terre, mais là, on ne l'a pas mis comme si c'était complètement à 0% là, d'opacité. Dans le fond, c'est pas 100% transparent parce qu'il y a un peu de distorsion quand même là, dans l'atmosphère. Ensuite, ça varie des ondes, des longueurs d'onde qui viennent à la Terre mieux que d'autres. Ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est les ondes radio. Donc, les ondes radio sont observables depuis la Terre. C'est pour ça qu'on peut mettre les radiotélescopes sur Terre, qu'on peut mettre les télescopes optiques, comme vraiment ce que nos yeux vont voir sur Terre aussi. Mais tous les autres, par exemple, comme en infrarouge, il faut surtout les mettre depuis l'espace. Il y a certains télescopes, on peut en faire une partie là, sur Terre en infrarouge, mais c'est quand même un plus gros défi, sauf que ça coûte beaucoup moins cher, donc on peut faire des compromis des fois.
Mais si l'atmosphère nous bloque certaines de ces radiations-là, tant mieux. Surtout les plus nocives, là, les rayons gamma, les rayons X et les ultraviolets. Évidemment, il y a une partie de l'ultraviolet qui se rend au sol, puisque c'est ça qui fait qu'on peut avoir des coups de soleil, justement, mais il y a quand même une bonne partie de bloquée. Donc, en gros, il y a la lumière visible et il y a les ondes radio qui se rendent jusqu'à la Terre. Et c'est pourquoi c'est quand même les domaines d'astronomie qui sont les plus avancés aussi. Donc, on fait l'astronomie optique avec les yeux depuis plus longtemps qu'on fait de la radioastronomie, qui, elle aussi, on en fait plus depuis plus longtemps qu'on fait de l'astronomie en rayon X, par exemple. C'est quand même plus facile de le faire sur Terre. Donc, j'arrive dans un point très important qui est la spectroscopie, qui est vraiment l'art de décoder la lumière. Aller chercher l'information dans la lumière. Alors, la spectroscopie, en gros, c'est l'étude des arcs-en-ciel, des objets célestes. Alors, on prend la lumière. Ça, c'était une animation. Là, dans le PowerPoint, je vais vous envoyer, ça bouge. On voit la lumière qui se déplace. Mais bon, ça n'a pas fonctionné ici. Donc, on prend la lumière blanche. On sépare les différentes longueurs d'onde, soit avec un prisme ou un réseau, comme un CD, par exemple. C'est un réseau qui va séparer les longueurs d'onde pour qu'ensuite, on ait l'intensité, dans le fond, à chaque longueur d'onde, à chaque couleur. Donc, on va avoir un spectre. Donc, un spectre, c'est le mot scientifique pour un arc-en-ciel. C'est vraiment la même idée, là, si vous êtes nouveau à tout ça, là, c'est vraiment la même idée. C'est qu'on sépare la couleur, on obtient le spectre, on obtient toutes les couleurs de la lumière. Donc, un objet très chaud, là, je montre ça rapidement, là, je ne veux pas aller dans tous les détails, mais pour comprendre les prochaines diapos, je trouvais que c'était important. Donc, un objet, en général, va briller et va faire un spectre continu. Donc, il va avoir un peu de toutes les couleurs. Si on prend un gaz, par exemple, si on prend juste l'hydrogène et quand on dit un gaz excité, c'est que pour une raison quelconque, là, il y a des changements dans le gaz. En fait, il va briller de lui-même. À ce moment-là, ça va être à certaines longueurs d'onde précises. Il n'y aura pas le continu de couleur en arrière. Par exemple, l'hydrogène va avoir son spectre spécifique. Il va briller à seulement certaines longueurs d'onde. Mais en général, celui qu'on utilise le plus en astronomie, en fait, ce qu'on étudie le plus souvent, ce sont des spectres d'absorption. Alors, l'absorption, c'est quoi dans le fond? C'est qu'on pourrait avoir, par exemple, le Soleil qui, en gros, le Soleil est très chaud, va émettre un spectre continu, mais il va manquer certaines longueurs d'onde. On va avoir des bandes noires qu'on appelle des bandes spectrales à certains endroits. Et ça, souvent, ces bandes-là sont créées, par exemple, pour le Soleil, ça pourrait être les couches extérieures de l'atmosphère du Soleil, le gaz qui va absorber certaines longueurs d'onde. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est produit par un gaz illuminé par une source chaude. Dans le fond, imaginez le soleil lui-même qui brille, mais si on va plus dans l'atmosphère, dans le fond, il y a certains gaz là, qui vont absorber certaines couleurs dans le spectre. Je vous explique tout ça plus en détail, là, mais en gros, je voulais vous expliquer parce que ce qu'on voit le plus souvent en astronomie, c'est vraiment le spectre d'absorption où il y a un continu de toutes les couleurs en arrière, mais il manque certaines couleurs, il manque certaines longueurs d'onde. Donc, pour comprendre la composition des objets, c'est quand on sait de quoi sont faits les objets, c'est grâce à la spectroscopie. Alors, je vous montre ça rapidement. Le spectre du Soleil, par exemple, si on regarde, quand vous voyez un arc-en-ciel, évidemment, on voit les couleurs. Si vous prenez un prisme pour faire un spectre du Soleil ou un réseau plus en détail, vous allez voir l'arc-en-ciel de différentes couleurs. Mais si vous étiez capable de le faire de façon plus précise ou plus gros, vous verriez qu'il manque certaines couleurs. Il y a des lignes noires à certains endroits. C'est vraiment comme une couleur qui manque à cet endroit-là. Et ça dépend des éléments qui sont dans l'atmosphère du Soleil, donc justement dans les couches extérieures du Soleil. Et chaque élément va avoir ses propres lignes spectrales. Donc, par exemple, ici, c'est la fameuse ligne hydrogène alpha, dans le fond, qui est justement de l'hydrogène, et on a les lignes D, dans le fond, qui sont créées par le sodium dans l'atmosphère. Alors, une fois qu'on connaît les différents éléments, on est capable d'identifier ces lignes-là justement dans les étoiles. Donc, c'est ça, je vais vous expliquer ici l'analyse des spectres. C'est que chaque élément ou molécule, dans le fond, a son propre spectre. C'est comme les empreintes digitales qui nous permettent d'identifier la composition des objets. Et ça, c'est central en astronomie, mais dans plein d'autres domaines aussi. Dans les molécules, par exemple, la spectroscopie infrarouge, j'en ai fait aussi un peu dans les laboratoires. On va vraiment regarder la longueur d'onde précisément de chaque ligne et ça nous permet d'identifier est-ce que cet objet-là est présent dans l'objet qu'on étudie, par exemple. Donc, par exemple, l'hydrogène. Et ça, moi, je me souviens d'avoir fait ce laboratoire-là au secondaire, en secondaire 5, je crois. Donc, si on a des lampes d'hydrogène ou de sodium ou d'hélium, c'est un peu comme
une lampe fluorescente, dans le fond, un néon, là, avec différents gaz dedans. Et quand ce gaz-là brille et qu'on regarde à travers un réseau, par exemple, bien, on peut voir certaines lignes spécifiques. Donc, l'hydrogène a son spectre. Le sodium, justement, on voit les deux lignes dans le jaune ici. L'hélium a aussi son spectre. Donc, chaque élément ou chaque molécule a son propre spectre et avec ça, on peut identifier les éléments dans les étoiles. Mais ici, c'est pourquoi je vous ai montré l'autre diapo avant avec les spectres d'émission et d'absorption, c'est que j'avais eu des questions la dernière fois que j'avais fait ce webinaire-là. Ici, on voit comme les lignes qui sont brillantes parce que le gaz lui-même est chaud et en fait, il est excité où on envoie un courant électrique dedans, ce qui le fait briller de lui-même. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de continu de couleur, il y a juste ces lignes-là. En réalité, ce qu'on voit, nous, ça va être de l'absorption. Donc, le même gaz, au lieu de briller, va absorber ces longueurs d'onde-là. Même si la physique en arrière, là, vous ne comprenez pas tout, il faut comprendre, c'est qu'à une certaine longueur d'onde précise, le gaz pourrait soit briller si on envoie un courant électrique dedans, par exemple, ou absorber l'énergie à cette longueur d'onde-là. Euh, la question de Damien, c'est grâce à la spectroscopie que les astronomes ont pu comprendre si les exoplanètes sont telluriques ou gazeuses. En fait, pas tout à fait encore. On y arrive dans un sens. On est capable, on va bientôt être capable d'étudier l'atmosphère des exoplanètes. Il y a peut-être une partie qui est faite comme ça, mais beaucoup, pour l'instant, tellurique ou gazeuse, donc terrestre ou gazeux, c'est beaucoup avec la grosseur et la masse, si on les connaît les deux. Donc, on ne croit pas, par exemple, qu'on pourrait avoir de planètes gazeuses, la grosseur de la Terre, par exemple. Donc, en comprenant un peu les phénomènes, en ayant la grosseur et la masse, on est capable de déterminer si c'est plus comme une Jupiter, par exemple, ou une Terre. Mais là, j'essaie de penser, là, c'est une bonne question. Donc, je ne crois pas qu'il y en a un peu d'études là, spectroscopiques de l'atmosphère de ces étoiles-là, de ces planètes-là, excusez-moi. Mais à ma connaissance, ce n'est pas la méthode principale pour déterminer si c'est tellurique ou gazeux. Mais c'est une très bonne question. Je vais y aller avec ça comme réponse. Euh, oui, donc on voit par exemple les lumières de rue, quand on dit les lumières sont au sodium, ben c'est justement, ça va être le sodium qui va émettre dans ces longueurs d'onde-là et qui va avoir une teinte jaunâtre, justement aussi. Donc, quand on analyse les spectres, et ça, c'est central en astronomie, c'est vraiment pour comprendre la composition. Puis en fait, il y a plein de choses qui viennent des bandes spectrales, donc c'est pour ça que je passe un peu de temps là-dessus. L'analyse des spectres. Bon, en réalité, c'est bien beau, là, les petits arcs-en-ciel comme ça ici, mais c'est moins utile pour faire l'analyse. Alors, les scientifiques ont trouvé une façon de transformer un arc-en-ciel en graphique. Ça semble moins romantique, mais c'est ça pareil qu'on utilise. Alors, en réalité, par exemple, disons qu'on a un spectre qui ressemble à ça. Ce qu'on va utiliser, c'est un graphique où on voit l'intensité de la lumière. Donc, partout où c'est brillant, ça va être plus haut. Et en fonction de la longueur d'onde. Donc, on voit ici, dans le vert, par exemple, dans le jaune, il y a plus de lumière. Peut-être un petit peu moins de jaune ici, mais on voit clairement les deux lignes ici où c'est noir. Dans le fond, c'est que l'intensité diminue. Donc, on a vraiment transformé l'arc-en-ciel, le spectre qu'on a ici, en graphique. Et ça, c'est beaucoup plus facile de faire des mesures, d'analyser précisément, par exemple, la longueur d'onde. On peut les calibrer pour avoir précisément la longueur d'onde. On peut voir l'intensité, de combien ça a baissé, ainsi de suite. Alors que c'est beaucoup plus difficile de le faire ici. Ça, j'en ai fait, moi, de la spectroscopie en sciences, là. Faire la recherche un peu en utilisant la spectroscopie, c'est moins beau à l'œil de voir des spectres comme ça, des graphiques. C'est moins beau que des belles images, franchement, d'une galaxie, mais l'information, c'est incroyable ce qu'on peut tirer d'un spectre. Donc, je voulais que vous compreniez un peu comment on va chercher cette information-là et comment on l'analyse. Alors, les prochains spectres que je vais vous montrer, on ne verra pas l'arc-en-ciel, on va voir le graphique. Donc, pensez justement, ici, là, j'ai pas mis les unités, on pourrait mettre les longueurs d'onde, par exemple, de 500 à 700 nanomètres. Mais dans votre tête, vous pouvez penser, bien ici, ça représente la lumière dans le vert, ici, on est dans le jaune, orange et rouge. Donc, c'est comme même chose qu'en haut, mais représenté différemment. Alors, par exemple, ici, c'est un vrai spectre qui vient du télescope Canada-France-Hawaï. On a la longueur d'onde en bas. Bon, ici, c'est pas en nanomètre, c'est en Armstrong. C'est juste 10 fois plus qu'un nanomètre. Peu importe les unités, c'est pas le but important. On voit l'intensité ici, donc on voit clairement, bon, il y a plusieurs petites bandes spectrales, mais il y en a deux grosses. Alors, les deux grosses ici, bien, qu'est-ce que ça nous dit? Celle-ci représente l'hydrogène. C'est la bande qu'on appelle l'hydrogène alpha, qui est très importante en astronomie. Et on a aussi ici de l'hélium.
Alors, une fois qu'on connaît, bon, c'est sûr, à l'œil, les scientifiques, à un moment donné, on s'habitue à voir, là, si on a une ligne à 656, on sait que c'est l'hydrogène alpha, puis l'autre, c'est 667. Moi, je me souviens quand je faisais la recherche, c'est celle-là que j'étudiais beaucoup. Mais ça, c'est pas en regardant la forme, nécessairement, qu'on sait rapidement c'est où c'est quoi l'élément. Il faut regarder dans des catalogues. Il faut tout souvent comparer avec des catalogues de specs là, pour voir c'est quoi les bandes qu'on a. Un autre exemple ici, là, celui-là, j'ai trouvé sur Wikipédia, mais justement, je trouvais intéressant d'avoir les données. En gros, c'est pour étudier Io, la lune de Jupiter. Donc, ici, le premier spectre qu'on a en haut, c'est un spectre en laboratoire du dioxyde de soufre. Alors, on voit qu'il y a la ligne spectrale ici. Et ensuite, ça, c'est des spectres de Io qu'on a pris à deux différents moments. Vous voyez, ça date quand même de plusieurs années, c'est en 93. Mais on voit qu'il y a la bande ici à le même endroit que le dioxyde de soufre. Donc, on sait qu'il y a de la glace de dioxyde de soufre sur Io parce qu'on a vu la bande spectrale dans son spectre. La bande justement de dioxyde de soufre dans le spectre d'Io. Donc, c'est vraiment en comparant les données des laboratoires qu'on sait à quelle longueur d'onde exactement sont les bandes et après ça, on peut voir dans le spectre des étoiles. Donc, spectroscopie, c'est majeur en astronomie. Vous étiez moins familier avec ça. C'est vraiment une façon dont on peut déterminer. Ben, dans ce cas-ci, c'est la composition, mais il y a plusieurs choses qu'on peut déterminer grâce à la spectroscopie. On peut aussi aller regarder au niveau de la température des objets. Sans entrer dans tous les détails, là, comment on pourrait le faire, mais en gros, ce que ça nous dit, ce graphique-là, c'est que plus un objet est chaud, plus il émet de radiation, donc plus il est brillant dans un sens, et plus cette radiation est vers les longueurs d'onde courtes. Donc, par exemple, là, ici, on voit comme l'intensité en fonction de la longueur d'onde, encore une fois. Donc, un objet qui serait à 3500 degrés Kelvin, là, donc degrés Kelvin qui est comme les degrés Celsius plus 273, donc de l'ordre d'à peu près de 3300, 3200 degrés Celsius, bien, il émet beaucoup moins de lumière, donc vous voyez l'intensité est beaucoup moins haute, et ça serait plus la longueur d'onde, dans le fond, d'intensité, ce serait plus vers le rouge. Si on monte en température, ben à ce moment-là, vous voyez, il y a plus d'intensité et c'est plus vers l'orange, le jaune et le soleil, par exemple, le pic d'intensité est plus vers le vert. Sauf qu'on voit le soleil beaucoup plus comme blanc parce qu'il y a comme toutes les longueurs d'onde qui sont visibles. Mais plus un objet est chaud, plus il va être brillant et plus son pic d'intensité dans le fond de la lumière va être vers les longueurs d'onde courtes, soit le bleu ou l'ultraviolet. Je trouve ça intéressant de vous lire. Là. Il y en a effectivement qui connaissent beaucoup plus l'astronomie que d'autres présentement avec moi. Évidemment, oui, donc oui, c'est ce qu'on appelle les corps noirs, là, mais sans. Moi, je trouve le terme corps noir très, très peu inspirant quand on en parle parce que c'est l'inverse, ça brille. Euh, mais bon, j'ai étudié ça beaucoup aussi. Là. Donc, c'est ce qui est. En termes de spectre, ça, on pourrait l'utiliser aussi pour le spectre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intensité ou pas, puis c'est quoi les longueurs d'onde maximales? Mais en gros, ce que je veux vous mentionner, c'est qu'à ce moment-là, la couleur des étoiles nous renseigne sur leur température. Si on dit que plus c'est chaud, plus c'est vers le bleu, bien, ce que ça nous dit, c'est qu'une étoile bleue, en fond, c'est une étoile chaude et de l'ordre d'environ de 30 000 degrés Celsius ou Kelvin, honnêtement, ça fait plus vraiment de différence rendu là. C'est très, très chaud. Alors qu'une autre ici, une étoile froide, et là, évidemment, je le mets en guillemets parce que je devrais dire moins chaude. C'est encore très chaud, de l'ordre de 3500, mais c'est beaucoup moins chaud quand même qu'une étoile bleue. Donc, la température de l'étoile, euh, la couleur de l'étoile nous renseigne sur la température. Donc, juste en regardant les étoiles, en regardant leur couleur, on est capable de savoir des choses sur leur température. Et ça s'est fait beaucoup, la classification des étoiles, en fait, tous les types d'étoiles, la température d'étoiles, c'est un sujet qui a été beaucoup étudié là, il y a un siècle environ. Et en étudiant le spectre des étoiles, donc vous voyez ici, ça c'est comme le spectre d'une étoile. Ça, c'est le nom de certaines étoiles typiques là, de ces types-là. Et là, une type O, type B, type A, ça c'est les différents types d'étoiles. Mais ça, c'est un spectre ici, là, du bleu au rouge. Vous voyez certaines bandes spectrales, ici par exemple, ou ici. Et il y a beaucoup de scientifiques, en fait, il y avait beaucoup de femmes astronomes à l'époque là, qui avaient été engagées pour classifier prendre les spectres des étoiles et les classifier. Et on s'est rendu compte qu'il y avait comme des catégories de types un peu, là, que les étoiles, il y en avait beaucoup qui revenaient. Donc, tout dépendant du nombre de bandes spectrales, et regardez les étoiles de type M, elles ont beaucoup, beaucoup de bandes spectrales.
Alors, on s'est rendu compte éventuellement que c'était en fonction de la température de l'étoile aussi. Donc, les étoiles O, c'est les étoiles les plus chaudes. Les étoiles M, c'est les étoiles les moins chaudes, hein, donc les étoiles rouges. Et ça allait aussi avec donc les étoiles un peu dans leur vie normale. Par exemple, une étoile O va être très chaude, très lumineuse, très grosse, hein, alors qu'une étoile M, encore une fois, elle n'a pas les géantes rouges en fin de vie, mais dans sa vie normale, une étoile M, par exemple, va être une naine rouge. Donc, une étoile très peu brillante, plutôt moins chaude que les autres et plus petite. Le Soleil est une étoile de type G2, donc un peu entre les deux extrêmes. Mais en fait, les étoiles O vont capter notre attention parce qu'elles sont les plus grosses et plus lumineuses, mais il y a beaucoup plus d'étoiles de type M que d'étoiles de type O. Donc, c'est beaucoup plus commun des étoiles, des naines rouges, par exemple, que des géantes bleues. Alors, tout ça, notre compréhension des étoiles, mais c'est venu beaucoup de l'étude de leur spectre et de voir différentes informations à partir de ça. Le temps passe, je vais vous parler aussi de la vitesse des objets. Comment on fait pour déterminer la vitesse? Là, il y a une donnée, je vous dis tout de suite que je vous en parle pas aujourd'hui, c'est comment on fait pour déterminer les distances. Ça fera l'objet d'un autre webinaire un jour, parce que c'est toutes des techniques différentes pour trouver les distances. Mais là, si on regarde la vitesse des objets, comment on fait pour savoir si un objet se déplace? C'est sûr que si nous, on voit les objets qui se déplacent parce qu'on le voit, leur position va changer en un certain temps. Mais les objets dans l'espace sont tellement éloignés que c'est très difficile de voir la différence de position au cours d'une nuit d'observation, par exemple, même d'une vie humaine parfois. Alors, on utilise ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et l'effet Doppler, dans le fond, on est tous familiers un peu avec ça parce que ça affecte aussi le son. Alors, ce qui se passe, c'est qu'imaginez un objet qui émet une onde. Disons, prenons une onde sonore pour l'instant. Un objet qui émet une onde sonore, donc par exemple une auto qui passe, et si elle s'approche de nous, je vais vous montrer l'animation. Ça va être plus facile à expliquer avec l'animation. Donc, si on est de ce côté-ci, oups, curseur, ça va recommencer. Si on est de ce côté-ci, nous, on reçoit comme des longueurs d'onde plus courtes. C'est comme si l'onde était écrasée en avant, puis elle est étirée en arrière de l'objet qui se déplace. Et quand je dis qu'on est tous familiers avec ça, c'est que si on entend une auto qui passe, je vais essayer de faire mon imitation de l'effet Doppler, c'est pas toujours réussi, ça fait une fois que l'auto est passée, dans le fond, la fréquence baisse. C'est comme si les ondes sont étirées et ça fait un son plus grave. Donc, dans notre oreille, comment on entend ça? C'est que l'auto qui s'approche a un son plus aigu et l'auto qui s'éloigne a un son plus grave. Et quand ça passe devant nous, ben, ça fait la transition. Comme je l'imite si bien. Donc, ça, c'est pour le son. C'est l'effet Doppler appliqué au son. Maintenant, si on regarde pour la lumière, c'est un peu le même principe. L'objet qui se déplace va émettre des ondes lumineuses. Si l'objet se déplace vers nous, c'est comme si la lumière va être comprimée, un peu les longueurs d'onde vont être comprimées, alors que si c'est de l'autre côté, les longueurs d'onde vont être étirées. Et ce que ça fait, tout ça, si je reviens ici, ça ne sera pas long. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que si l'objet s'approche de nous, oups, curseur, si l'objet s'approche de nous, la lumière est décalée vers des longueurs d'onde plus courtes, sont comme comprimées. Donc, ça veut dire que ça décale vers le bleu. Les longueurs d'onde plus courtes, dans le fond, si on parle de l'œil visible, c'est comme si tout est décalé, l'œil visible. La lumière visible à l'œil, c'est des longueurs d'onde plus vers le bleu. Alors que si l'objet s'éloigne de nous, ben, sa lumière va être décalée vers des longueurs d'onde plus longues. Et dans le spectre visible, ça veut dire le rouge. Comment ça s'applique, ça, dans le ciel? Ben, par exemple, si on a le spectre d'un objet, ici, par exemple, bon, j'ai mis le soleil là, comme peut-être, peu importe, un spectre un peu de référence. Hein. Si on regarde un amas de galaxies, par exemple, des objets un objet très, très éloigné, ben, on voit que les bandes spectrales sont placées, les distances entre les bandes sont pas mal pareilles, mais tout est décalé vers le rouge. Donc, les deux bandes qui étaient ici, par exemple, entre le vert et le bleu, vraiment la transition, dans ce cas-ci, sont vraiment rendues dans le vert. Cette bande-là qui était dans le milieu du jaune, maintenant s'approche du orange. Donc, tout a été décalé vers le rouge et ça veut dire que l'objet s'éloigne de nous. S'il était décalé de l'autre côté, dans le fond, vers le bleu, là, si toutes les flèches pointaient dans l'autre sens vers des longueurs d'onde plus courtes, on dirait à ce moment-là que l'objet s'approche, on pourrait savoir que l'objet s'approche de nous. Et on peut mesurer très précisément la vitesse. C'est en fonction de la différence de longueur d'onde. Donc, la différence de combien ça s'est décalé, on est capable de savoir la vitesse de l'objet de façon assez précise.
Et ça, dans le fond, tout le décalage vers le rouge, là, on le voit que les galaxies qui sont très loin de nous, en fait, les galaxies s'éloignent de nous. Donc, on voit, elles sont toutes décalées vers le rouge. C'est la science en arrière de la découverte de l'expansion de l'univers. C'est qu'en regardant les galaxies, on se rendait compte qu'elles s'éloignaient de nous, à part la plus proche, là, disons, là, Andromède. Les galaxies éloignées s'éloignaient toutes de nous euh, parce que tout leur spectre était décalé vers le rouge. Et c'est là l'idée que si tout s'éloigne de nous, peut-être qu'il y a longtemps, tout était beaucoup plus rapproché. Alors, voilà une façon aussi qu'on peut déterminer la vitesse. Ça, j'ai déjà fait des calculs, l'effet Doppler, donc ça m'est assez précis là, quand même comme mesure. Justement, une fois qu'on mesure le décalage dans la longueur d'onde, on est capable de savoir la vitesse de l'objet. Ça se fait bien. Donc, il y a beaucoup d'informations cachées dans la lumière. Hein. Si on parle, par exemple, comment on peut trouver un peu le type d'objet, ben, ça dépend du type de spectre. Comme je parlais tantôt, même des spectres d'émission, on en voit des fois ces objets. Il se passe quelque chose de particulier quand on voit un spectre d'émission dans le ciel. Ça arrive, là, mais c'est un gaz qui est excité, par exemple, où il y a beaucoup de radiation, il y a d'autres choses qui se passent là. Ou avec des images à plusieurs longueurs d'onde, on voit les différences entre différentes longueurs d'onde, puis on peut déterminer un peu là, la physique en arrière de ça, sachant quel type d'objets vont émettre différentes longueurs d'onde. La température de l'objet, ben, ça, on peut le voir avec le spectre ou la couleur, donc la couleur ou la longueur d'onde qui est dominante. Si ça brille plus dans l'ultraviolet, par exemple, que dans le rouge, ben, on va savoir que c'est un objet beaucoup plus chaud, par exemple. Sa composition, ça c'est super important, ça vient des bandes spectrales. Donc, en comparant avec les bandes qu'on obtient dans le laboratoire pour certains atomes ou molécules, on peut identifier ce qu'il y a dans les objets célestes. La vitesse, ça vient de l'effet Doppler sur les bandes spectrales. Il y a aussi beaucoup plus. On peut même aller chercher la rotation des étoiles de cette façon-là. On peut déterminer, ça j'en parlerai pas, là, j'en pourrais faire un webinaire au complet, puis d'ailleurs, Marie-Ève nous en parlera un peu dans son prochain webinaire. Comment on fait pour déterminer la présence d'exoplanètes autour d'une étoile? Si on ne les voit pas, comment on fait pour savoir qu'elles sont là? Encore une fois, tout ça, c'est caché dans la lumière elle-même. Alors, dans la lumière qui nous parvient, donc Marie-Ève va pouvoir vous en expliquer plus la semaine, le mois prochain. Donc, assurez-vous de l'écouter. Encore une fois, si vous ne pouvez pas être là en direct, il sera enregistré aussi. Et pour terminer, là, je vois que je vais peut-être dépasser une minute ou deux, mais je voulais vous finaliser avec comment fait-on les belles images en couleur qu'on voit, justement les images de Hubble, par exemple. Parce qu'il y a un détail que pas beaucoup de gens connaissent, mais que les caméras sensibles des télescopes, dans le fond, ils vont prendre des images en noir et blanc. Si on avait une image directement d'un télescope, c'est toujours en noir et blanc. Le télescope de recherche, le télescope amateur, si vous utilisez les CCD, c'est aussi en noir et blanc. Il y a des façons des fois d'avoir d'autres caméras. Mais les télescopes de recherche sont toujours en noir et blanc. Pourquoi? Ben, en gros, c'est que c'est plus sensible, on a plus de détails en gardant juste en noir et blanc. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir les belles images en couleur, comme celle-ci, si l'image qu'on obtient directement du télescope, c'est comme celle-là, en noir et blanc? Alors, ça, c'est Mars photographié par le télescope spatial Hubble. Alors, voici le truc. C'est qu'on prend trois images avec trois filtres différents. Donc, j'aime bien ce site web-là. Je vous donne le lien après. C'est du télescope Hubble. Alors, on a pris, au lieu de prendre une caméra, dans le fond, on prend la caméra et au lieu de prendre toute la lumière visible, on va mettre un filtre bleu, par exemple, devant la caméra. Le filtre bleu va laisser passer seulement la lumière bleue ici. Et ça, ensuite, la caméra prend l'image, c'est ce qu'on obtient. On prend un filtre qui laisse passer juste la lumière verte, c'est ce qu'on obtient, et un filtre qui laisse passer juste la lumière rouge, ou une certaine partie de la lumière rouge, et c'est ce qu'on obtient. Vous voyez déjà qu'il y a des différences entre les trois. Celle-là est plus claire, dans le fond, ça veut dire qu'il y a plus de lumière rouge, elle est plus brillante, ça veut dire qu'il va y avoir plus de lumière rouge dans notre objet. Ensuite, grâce à un logiciel, on applique les couleurs, donc bleu, vert, rouge, et vous devinez la suite, on les recombine pour avoir une lumière, une image en lumière visible qui représente les couleurs naturelles qu'on pourrait voir à l'œil. C'est comme ça qu'on fait les images couleurs. C'est avec trois images, vert, bleu, rouge. En fait, on additionne, c'est comme les couleurs de base en addition de la lumière qui fait qu'on obtient les images en couleur naturelle. Par contre, parfois, on peut faire des images, on assigne des couleurs à des couleurs à des images spécifiques, mais ils ne sont pas nécessairement en vraies couleurs. Donc, par exemple, ici, une autre image très connue de Hubble, on va la voir dans une minute, c'est les piliers de la création. C'est une vieille image, mais qui est très connue de Hubble. Donc, vous voyez ici, on a mis un fil qui laissait passer un peu de vert et on en a mis deux spécifiques dans le rouge, des filtres très à bande étroite. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas passer beaucoup de lumière. On va chercher une bande spectrale spécifique, dans le fond.
Et ici, dans le fond, c'est la lumière qui est émise par des éléments précis. Donc, les éléments vont briller, comme vous voyez tantôt, là, vous vous souvenez, le spectre d'émission de chaque élément. Donc, on est allé chercher le spectre de quelques éléments précis. Là, deux étaient dans le rouge. Je ne m'en souviens pas exactement. Je pense que c'est l'hydrogène et l'hélium. On va le voir sur la diapo d'après. Mais là, on a décidé d'assigner, au lieu de mettre rouge et rouge, même si les deux sont dans le rouge, on met quand même bleu, vert, rouge. Donc là, ce qu'on obtient, c'est une lumière c'est une image en lumière visible, mais en fausse couleur. Dans ce cas-ci, le bleu et le vert représentent l'hydrogène et l'oxygène, et le rouge représentait le soufre. Donc, comme je vous disais, dans le fond, je me suis trompée, c'était pas l'hélium, c'était le soufre. Donc, partout où il y a du bleu et du vert, dans le fond, c'était... bref, c'est trois éléments. Donc, on est allé chercher vraiment le- voyons, l'émission de certains éléments. Et en fait, les scientifiques voulaient ça pour connaître un peu le gaz, comment c'était distribué, mais on peut en faire des belles images aussi. Donc, le but, c'est pas juste quand on fait des fausses couleurs, c'est pas juste pour tricher le monde, c'est que scientifiquement, il y avait un but en arrière. En fait, ça nous permet d'aller chercher la science, mais ça en fait aussi une belle image. On peut l'associer à certaines couleurs là, pour faire des belles images en fausses couleurs, dans ce cas-ci. Mais on peut parfois tricher ben pas tricher, mais changer ça encore plus. Ici, c'est une image, vous voyez, là, les trois bandes qu'on a utilisées, c'est tout en infrarouge. Donc, c'est même pas dans la lumière visible. On a mis un fil qui laisse passer juste une sorte d'infrarouge. C'est ce qu'on a eu. Donc, la caméra était sensible à l'infrarouge et ça nous a donné ces endroits-là où il y avait de l'intensité en infrarouge. Et deux autres ici. Vous voyez comment l'objet est très différent selon la bande spectrale, selon le spectre qu'on utilise, le filtre qu'on utilise. Ensuite, on applique des couleurs et finalement, on obtient une image infrarouge en fausse couleur. Dans ce cas-ci, le vert et le bleu nous montraient la lumière qui était réfléchie par la poussière autour de l'étoile et le rouge nous montrait le nuage d'hydrogène. En fait, le vert et le bleu, ça donne cette zone-là ici plus brillante, un peu le bleu-verte, et le rouge, c'est un nuage d'hydrogène. Donc, ça nous permet d'aller chercher des données qu'on ne voyait pas nécessairement à l'œil, mais ça donne des images parfois en fausse couleur. Dans ce cas-ci, peut-être que si on regardait à l'œil, l'objet ne ressemblerait pas du tout à ça parce que c'est une image en infrarouge en plus. Donc, pas ce que l'œil pourrait voir, mais on réussit à traduire ça, dans le fond, en quelque chose qu'on peut voir. Alors, il y avait beaucoup d'informations dans ce que je vous ai dit. Je vous suggère quelques sites qui sont très intéressants, justement, pour aller fouiller un peu plus. Les pages de Hubble Site, là, du site de Hubble des États-Unis, c'est les pages un peu que je viens de vous montrer. Vous pouvez jouer, voir si vous enlevez, par exemple, une longueur d'onde, qu'est-ce que ça donne comme euh, qu'est-ce que ça vous donne comme image. J'aime beaucoup le site de Chandra, qui est le télescope en rayon X, parce que si vous cliquez là, sur le lien qui est là, les onglets sous les images, en fond, vous permettent de changer la longueur d'onde. Vous pouvez... attendez un petit peu, là, je vais juste aller voir si je vous ai donné le bon lien. Oui, donc, le lien que je vous envoie, ensuite, vous voyez une image, et là, vous pouvez cliquer, vous pouvez voir juste l'image en rayon X ou en optique radio. Bref, vous pouvez jouer avec les longueurs d'onde, puis ça vous permet de voir qu'est-ce qu'on peut... Justement, c'est quoi les différences entre les différentes longueurs d'onde. Je vous avais parlé tantôt de notre module, le cycle solaire, où ce qu'on parle des lumières. Ouf, il est temps que le webinaire finisse. Des images ultraviolets visibles du soleil, et on amène les élèves un peu à s'interroger là-dessus et à étudier HelioViewer. Donc, voici le lien qui est sur le site web dans les ressources. Et plusieurs activités sur la lumière en général. C'est de l'organisme Science in School en Europe. J'avais juste le lien en anglais, là, ça existe en français. Peut-être que je le rajouterai. Alors, voilà, ça évidemment, les liens en fait sont cliquables présentement, mais ils seront aussi dans le PowerPoint que je vais vous distribuer tantôt. Alors, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Là, si vous avez des questions, je vais rester encore quelques minutes. Il y avait beaucoup de contenu. J'espère que ça vous a quand même permis de comprendre différentes choses par rapport à la lumière. J'aime le commentaire de Christine, l'idée qu'il y a un but scientifique aux fausses couleurs. Ben oui, dans le fond, il n'y a pas beaucoup. En fait, je connais pas vraiment de scientifiques là, qui veulent faire des images couleurs juste pour le plaisir de tricher puis de montrer des fausses choses. Non, c'est vraiment pas ça. C'est que souvent, on va aller chercher les compositions des objets, puis après ça, dans le fond, si l'image, ça donne une. Parce que souvent, ils vont travailler en noir et blanc. En fait, ils font même pas l'image couleur. C'est quand on voit des données qui peuvent être intéressantes pour le public, ensuite, on va les rendre en image couleur. Donc, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, je peux rester quelques minutes. Je sais qu'on a dépassé l'heure, mais merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas le prochain webinaire aussi sur les exoplanètes. Ça risque d'être très, très bon avec Marie-Ève, qui est une excellente communicatrice scientifique et qui est une experte des exoplanètes.
Ça me fait plaisir. Merci à vous d'être là. Hein, il y a des noms qu'on revient souvent. Donc, Damien, vous avez dit que les infrarouges montent les ondes où les températures sont chaudes et ensuite vous dites que les étoiles rouges sont froides. Je n'ai pas compris. Oui, en fait, bon, il y a différents processus ici. Donc, les, oui, effectivement, il y a différents processus ici. Je comprends que ça peut être mêlant, mais comme par exemple, nous, on n'est pas très chaud par rapport à d'autres étoiles, mais on brille en infrarouge. C'est qu'une étoile, en fait, un gaz chaud va briller en infrarouge parce que c'est chaud pour un gaz, mais c'est pas très chaud pour une étoile, par exemple. Donc, encore plus chaud, il pourrait briller même en ultraviolet, là, par exemple, en bleu qu'en ultraviolet. Mais c'est un peu mêlant parce que ça dépend, c'est chaud relativement à quoi. Donc, nous, on brille qui vont émettre de l'infrarouge. Donc, question d'échelle, puis aussi question des différents processus qui sont là. J'espère que ça a répondu un peu à la question. Là. J'ai l'impression d'avoir tourné un peu dans tous les sens. Hein. Parfait. Bon, tant mieux. Des fois, on trouve qu'on explique mieux que d'autres fois, mais c'était pas le cas dans ce cas-ci. Je vous laisse une minute, là, je vais reprendre une gorgée d'eau. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont là. Peut-être que vous avez d'autres questions. En fait, vous êtes plusieurs en train d'écrire, donc je vais attendre un petit peu. Ben, les merci, super. Oui, sur les ondes radio. Les ondes radio s'écoutent normalement, donc comment est-il possible de les photographier comme les images nous avaient montré? En fait, les ondes radio, non, ça ne s'écoute pas. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment mêlant dans le sens que c'est pas du son. Souvent, quand on dit on écoute la radio, ouais, mais ça veut dire que, en fond, pour écouter la radio, ça veut dire que les ondes radio transportent le signal et ensuite votre appareil radio, peu importe, là, on l'utilise moins maintenant, là, mais disons, votre appareil radio va prendre le signal radio, le décoder et le transformer en son. Donc, nous, ce qu'on entend, c'est du son. Souvent, on dit qu'on va écouter en ondes radio, mais c'est pas correct, dans le sens qu'on n'écoute pas. C'est quand même un détecteur d'ondes électromagnétiques, qui est une top de lumière qu'on voit pas. Euh, Comment qu'on en fait des images? En fait, c'est vraiment la lumière, dans le fond, quand on voit un objet en lumière, donc on le met en noir et blanc, là, où il y a beaucoup de lumière, ça apparaît blanc, où il y a moins de lumière, ça apparaît plus foncé. Donc, on peut se faire un peu le même principe avec les ondes radio, c'est qu'on va faire une image où un endroit qui va émettre beaucoup d'ondes radio, ben on va le mettre en plus brillant sur notre image, puis un endroit où il y en a moins, on va le mettre moins brillant. On pourrait aussi l'encoder en couleur, hein, si on voulait, mais c'est vraiment, on fait une carte, dans le fond, de l'intensité de l'onde radio, les endroits dans le fond, sur notre image qu'on reçoit, les endroits qui ont plus d'ondes radio vont devenir plus brillants, les endroits qui ont moins d'ondes radio sont moins brillants. Donc, un peu le même principe avec, dans le fond, c'est le même principe que la lumière visible. C'est juste que la lumière visible, c'est évident, on le voit, mais les endroits plus brillants, surtout si on ne parle pas de couleur, là, juste en noir et blanc, donc une image en noir et blanc, je vais revenir, en fait, je vous parle, là, puis je me dis, je devrais revenir à euh, la photo, justement, de la nébuleuse du crabe. Donc, justement, en radio, ici, on l'a encodé. On voit que la résolution est un peu moins bonne aussi. Donc, en rouge, c'est probablement les endroits de ces endroits-là, on recevait beaucoup plus d'ondes radio. Donc, les endroits-là émettent plus d'ondes radio. Disons, en jaune, un peu moins, en vert, encore moins, puis en bleu, encore moins. Donc, ça fait un peu une carte d'intensité des ondes radio de l'objet. Mais quand on y pense, la lumière visible, c'est un peu ça aussi. Avec des endroits, si c'est plus brillant, ça veut dire qu'on reçoit plus de lumière de ces endroits-là. C'est moins brillant, il y en a moins, ainsi de suite. Donc, j'espère que ça aide. Mais ça, c'est une très bonne question parce que je me souviens me l'être posée les premières fois quand je suis allée visiter même un radiotélescope à un moment donné, là, puis j'essaie de vraiment comprendre comment on fait une carte, une photo radio. Mais c'est ça, dans le fond, c'est juste où il y a plus intense, où il y a plus de lumière radio, on la met plus intense comme signal par après. On la traduit, dans le fond, en façon que nous, on peut l'observer.
Mais c'est normal si c'est pas très évident tout de suite. Il faut y repenser un peu. J'ai, c'est pas, ça m'a, tu sais, en fait, ça, je vous le dis, ça m'a pris un peu de temps moi aussi, mais il faut vraiment, c'est comme si l'ordinateur le retraduit ensuite en une image qu'on peut voir. Donc, on verrait pas les ondes radio, mais ensuite notre ordinateur peut nous dire, OK, il y avait plus d'ondes radio et moins. Et à ce moment-là, on l'encode avec quelque chose que nos yeux peuvent voir. Ça fait mal à la lumière. Un code couleur, comme ici, par exemple. C'est le même principe pour l'infrarouge, les rayons X, les rayons gamma. Ça, c'est pas des longueurs d'onde qu'on peut voir, mais ici, ça nous dit les endroits qui émettent plus de rayons X, les endroits qui en émettent moins. Et l'ordinateur le fait afficher en où c'est plus brillant, il y a plus de rayons X, ou qu'il y en a moins brillant, il n'y en a pas. Puis on a mis un code bleu, une couleur bleue dans ce cas-ci. Ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes encore plusieurs en ligne. Je ne sais pas si vous êtes curieux d'écouter les questions des autres, hein. Je pense qu'il y a encore quelqu'un qui est en train d'attendre, donc je vais attendre encore un petit peu. Oui, la température. Là, je suis pas allée dans l'évolution des étoiles. J'ai juste mentionné les types spectraux là, des étoiles. Mais oui, les étoiles, dans le fond, les étoiles chaudes vont comme en accélérer, donc elles vont évoluer plus rapidement. Elles vont vivre moins longtemps que les étoiles rouges qui sont plus petites, qui sont moins chaudes. Donc, il y a tellement d'informations qu'on peut aller chercher avec ça, effectivement aussi. Je ne sais pas si je vais juste remonter, je viens de voir, je ne sais pas si j'ai manqué une question. Il y a quelque chose qui vient de m'apparaître. Ça semble.